Great. Donc, j'étais en train juste de me présenter. Donc, je suis Anne SOULÉLIAC, directrice du département international du Barreau de Paris. Et le Barreau de Paris, qui compte 34 000 avocats, c'est un barreau qui s'engage sur plusieurs fronts, et notamment la défense des conditions d'exercice des avocats, la lutte contre l'impunité, la protection des victimes et la défense de leurs droits fondamentaux. Tous ces engagements s'inscrivent dans une vision globale de la justice qui vise à garantir que les crimes les plus graves, comme les disparitions forcées, ne restent pas impunis et évidemment que les professionnels du droit puissent exercer leur mission en toute indépendance. Alors, l'application de la compétence universelle, et bien sûr, tout cela sera détaillé beaucoup plus aujourd'hui, reste confrontée à de nombreux obstacles, et moi j'en citerai 4. Des freins juridiques, parce que ça peut être lié à des législations nationales complexes, restrictives, ou aussi à une mise en œuvre incomplète des obligations internationales. Des défis pratiques, comme la difficulté d'accéder aux preuves ou d'obtenir une coopération efficace avec les juridictions et les autorités concernées, mais aussi des tensions diplomatiques, parce que la mise en œuvre de la compétence universelle, elle peut aussi susciter des résistances de la part des États qui sont impliqués et qui peuvent évidemment considérer ces poursuites comme une ingérence dans leurs affaires internes. Et puis le quatrième que je citerai et qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les menaces qui vont peser sur les avocats, sur les défenseurs des droits humains, dans l'exercice de leur mission dans le cadre de la compétence universelle, notamment, et également, évidemment, dans le cadre des disparitions forcées. J'en profite juste pour rappeler ici, parce que je sais qu'il y a sans doute pas mal d'avocats qui participent à cette session, que le Barreau de Paris a un programme qui s'appelle le programme Répit, qui est un programme qui est destiné exclusivement aux avocats et qui permet d'accueillir des avocats qui seraient menacés ou qui seraient sous une tension médiatique très forte pendant un temps, pour des séjours entre 3 semaines et 3 mois, le temps qu'ils puissent se reposer. Donc c'est pas un séjour de formation, c'est vraiment un répit et un moment de repos. Et je crois que certains avocats qui travaillent sur des dossiers de disparition forcée pourraient tout à fait bénéficier de ce programme. Et c'est pour ça que je tenais absolument à en parler aujourd'hui ici avec vous. Alors, 2 affaires, malgré ces défis que j'ai cités, il y a quand même des avancées notables en matière de compétences universelles. Et il y a 2 affaires récentes que je citerai. En Suisse, le 15 mai 2024, la Cour pénale fédérale a condamné Ousmane Sonko, ancien ministre de l'Intérieur gambien, pour crime contre l'humanité. Et c'est une décision historique qui a été rendue sur la base de la compétence universelle et qui démontre qu'aucun refuge n'est possible pour les crimes graves, même en dehors du pays où ces actes ont été commis. Et puis en France, une autre décision à peine un mois plus tard, le 6 juin 2024, où la Cour d'appel de Paris a confirmé un principe essentiel dans une affaire syrienne, qui est l'inapplicabilité de l'immunité fonctionnelle dans les cas de crimes internationaux. Donc là aussi, étape importante, en rappelant que les auteurs de disparitions forcées ou d'autres violations graves des droits humains ne peuvent se soustraire à la justice en invoquant leur ancien statut officiel. Alors aujourd'hui, nous allons avoir la grande chance d'entendre des experts, tous de renommée internationale, des praticiens expérimentés, mais aussi des voix de victimes qui vont partager avec nous leurs expériences, les obstacles, les solutions, les meilleures pratiques, en tout cas ce qu'eux ont pu expérimenter. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis impatiente d'entendre nos intervenants avec leurs analyses et leurs recommandations. Et je vais commencer par notre première intervenante, qui est Grażyna Barranowska, qui est une juriste internationale,
dont l'engagement force l'admiration. Et Grażyna a une expertise qui couvre des sujets fondamentaux comme les disparitions forcées, bien sûr, mais aussi la violence frontalière ou les lois mémorielles. Et depuis 2022, Grażyna est membre du groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions involontaires et forcées, où elle occupe actuellement la vice-présidence. Je précise qu'elle est également professeure de droit des migrations et des droits de l'homme à l'université Friedrich Alexander de Nuremberg. Alors Grażyna, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dresser un petit peu un tableau de la situation actuelle? Parce qu'on constate une utilisation croissante de la compétence universelle, mais finalement, on a très très peu de cas qui concernent les disparitions forcées. Pourquoi? So thank you. Thank you, first of all, to the Paris Bar Association for hosting and sponsoring this panel. And we've heard already on previous panels today how of an important topic universal jurisdiction is today. And I feel very fortunate to be on a panel with a lot of practitioners who will be able also to say more about individual cases and share with us expertise from practice. And from our experience in the working group, I wanted to point out two elements that are particularly making it difficult for universal jurisdiction cases that we have looked into so far, and I would love to hear more from the other panelists also about it. So firstly, on a very basic level, for those that are not lawyers here in the room, universal jurisdiction cases are cases when in one country a perpetrator is prosecuted for crimes committed in another place. And what exactly triggers this persecution depends on domestic law. So in every country, this triggering can be obviously very different. Why are enforced disappearances such a difficult violation to be prosecuted, not only under universal jurisdiction? And the working group has in the past already adopted standards showing countries how to investigate enforced disappearances domestically. There was a study adopted in 2020. And it already shows a lot of challenges. And those challenges are even heightened in the context of universal jurisdiction. And the first one that has already been mentioned more than once in other panels is the definition. If the state does not adopt a definition that comes from human rights law that really allows for prosecution, then this will not occur. And this is really a basic information that is really difficult to address and discuss with. And then the second one is evidence. And we do know that evidence is an issue at all domestic trials and on universal jurisdiction trials. When we think about a crime being committed, a human rights violation being committed in another country, to collect this evidence and bring it in front of a court in another country, that becomes even more of a challenge. So we would see that as two reasons why there might be not so many universal jurisdiction cases in coming yet. And the interesting thing I want to share is that looking at how difficult it is, how few cases there are, what we started to do as working group is to reach out to NGOs and litigators that stand behind new cases on universal jurisdiction, where we thought that there might be reason to also include enforced disappearances, but they did not, to ask them why did this not happen? Why would they not ask for enforced disappearances to be included? And in the contact that we had so far established, most of them said it's for strategic reasons, that they believe to be more successful with other crimes than with enforced disappearances. Merci beaucoup, Grażyna. Je vais maintenant me tourner vers Philippe Grant, qui est fondateur et directeur exécutif de Trial International. Donc Philippe, c'est un avocat passionné, un défenseur depuis quasiment le berceau des droits humains, presque l'adolescence.
Ouais. Avec un parcours très impressionnant et qui allie à la fois l'action sur le terrain et aussi la réflexion académique. Alors, j'ai une question difficile pour vous, Philippe. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer. Alors, j'ai dit qu'il y avait sans doute beaucoup d'avocats ici, mais il y a aussi des non-juristes. Comment vous pourriez expliquer la compétence universelle pour que tout le monde comprenne ce que c'est, que cette compétence universelle, comment ça s'articule, comment ça fonctionne? Je vous laisse la parole. Okay, thank you very much. Hello to everybody. Let's see if we have some music in the background. You might all remember this day in October, at least for those who are not that young in here. On the 16th of October 1998, General Augusto Pinochet was arrested by Scotland Yard in London. This was the start of the universal jurisdiction movement, the first real case where we thought there could be a real impact. Universal jurisdiction is a legal concept grounded in international law. I'll come back to that, give a few details. But it's been around for quite a long time. But until really the Pinochet precedent, there were no clear cases. Since then, in the past 25 years, there's been a number of cases around the world, mostly focused in Europe, but sometimes also in other countries, where countries that do not have any link to the crime scene, to specific crimes under international law, allow themselves to investigate and prosecute perpetrators of these crimes. If you take a look on our website, we have a map. It's called UJIM, Universal Jurisdiction Interactive Map, where you could see all of the cases concerning universal jurisdiction that have unfolded in the past years before a number of various jurisdictions. If we're just counting the trials that have taken place, I think there's about 100 of them. So it's more than we think. And there are, I think, about 250 cases in total, with quite a number currently ongoing with investigations. So universal jurisdiction is, as I mentioned, a legal concept. It has its roots in international law. I'm not going to go into too many details, but basically it applies to certain categories of crimes, the worst of the crimes, so genocide, crimes against humanity, war crimes, torture, and for us, of course, enforced disappearances. For enforced disappearances in particular, it has a very clear basis in the 2006 Convention. If you take a look, if you have the text, I don't know if that was distributed. Article 9 mentions an obligation of states to establish their jurisdiction, to allow themselves to undertake criminal investigations and prosecutions based on a number of criteria. Of course, when the enforced disappearances took place on the territory of that state, but also when the author, the suspect of the acts, is a citizen of that state, and even possibly when there are victims who are citizens of that state. That's not universal jurisdiction. Universal jurisdiction is the next paragraph, paragraph 2, which says when there's a perpetrator present on the territory of a state party, that state party must, first of all, establish its jurisdiction, meaning having laws that allow for the prosecution of enforced disappearances and that allow for the opening up of cases when there's no link to that country. And then on Article 10 and 11, you have the obligation of states to exercise concretely in specific cases that jurisdiction. And the requirement is the presence of the suspect on the territory of the state party. Those obligations are quite clear in the convention. So you might think, okay, all of the states have adopted adapted their criminal law, have given themselves jurisdiction, and as there are quite a lot of cases of enforced disappearances around the world, and probably quite a lot of suspects traveling around, there should be quite a lot of cases that have already been investigated and prosecuted. The fact is, unfortunately, that the situation is not as rosy as that. To my knowledge, there is only one
case that went to trial so far. We mentioned that case in Switzerland, in which my organization was also active. To be fair, there has been a number of other trials that have adjudicated the crime of enforced disappearances, but in context of crimes against humanity or in context of war crimes, and that has a different legal basis in international law. But if we just apply the Convention on Enforced Disappearances, there seems to be only one precedent, of which I will maybe talk about a little bit later. Last point, maybe just to explain a little bit how it works or how it could work. For me, there are at least 4 elements that are really important for universal jurisdiction cases to go forward. The first one, we've mentioned it, is a clear and sound legal framework. States must do the necessary to implement the obligations of criminalizing correctly enforced disappearances and giving themselves the possibility to use universal jurisdiction. That's the first point. The second is giving resources, financial, human, but also expertise to their investigators, to their prosecutors. We see in countries that have established what we call war crimes units, specialized units to deal with these cases, that they are the countries with the most results in terms of universal jurisdiction cases. Third is international cooperation. The witnesses, the victims, the evidence is generally not in the country where the crimes are being prosecuted, so you need to have some sort of international cooperation. And the fourth element is also one of cooperation. It's the vital role of civil society organizations. I think in most, if not all, of the cases of universal jurisdictions, you have civil society, NGOs, victims groups involved at one point or the other. They are the ones who locate the suspect and inform the authorities. They are the ones who investigate and document the crimes. They are the ones who support and defend the victims in court. They are the ones who make the trial accessible by doing outreach, go back to the affected communities, etc. And that is vital, but often overlooked, the role of civil society. Merci beaucoup. Je vais maintenant revenir à Grażyna pour lui demander, en fait, le groupe de travail a décidé de mener une étude sur l'utilisation de la compétence universelle dans les affaires de disparition forcée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette étude? Pourquoi? Quels ont été les objectifs de cette étude? Merci. So the working group each year adopts a study where it looks into specific topics of relevance. And since the impunity of perpetrators is really an issue that was on the radar of the working group since the 80s, since the very beginning that it started, it's really an inherent element connected to enforced disappearances. And you would read very much elements on domestic investigations and generally addressing perpetrators in many reports before. Then in 2020, the working group published a report on domestic investigations where it looked into what would be the good patterns, the good tools to investigate precisely enforced disappearances by countries. And when you look at the report, it's striking that most of the good examples come from one particular continent where most of the domestic trials took place, namely from Latin American countries. And a lot of the challenges that we hear now from litigators and from civil society also holds true, of course, in universal jurisdiction cases that concern enforced disappearances. But some of the challenges are unique for universal jurisdiction. They would not appear in the same front for regular domestic cases. And because of that, we decided back in 2023, and actually we took that decision based on the developments happening, based on some judgments that were passed that were not that successful, that we thought could go further.
We decided to adopt a study precisely just on universal jurisdiction and enforced disappearances. Last year, after the judgment that we will hear later about as well, we traveled to St. Gallen, to the place where the judgment was issued, to also talk to the prosecution, to learn about what's happening, and also to think what are the challenges, how could those challenges be addressed. So now there's a call for inputs for those of you interested. It's still open until February the 3rd. But if you would be able to contribute and are not able within that deadline, do reach out to me here on the conference or via email. The important part for us is to get good contribution to learn what could be made better. So this study on enforced disappearances and universal jurisdiction is supposed to contain good practices. It will also certainly contain bad practices. It will also contain tools and measures that are found to be useful. So if you know of just one single element that was useful, not even a successful try, just one element, do let us know about that. We know the end game of all of the proceedings. We don't know all the steps in between. So that's also what we want to learn to get in there. And the recommendations that we're making in the study are obviously to the states, but we're also open to make recommendations to other actors. So if you think that in your litigating efforts, or as civil society, as Philip pointed out, they're really the core in bringing cases to universal, in bringing universal jurisdiction cases, if there are some challenges or some good practices with regard to civil society worth pointing out, then that's also something that we would like to hear, and then we can include in our report and in our recommendations. Merci beaucoup. Alors, je vois que le temps file, donc je vais me tourner de nouveau vers Philippe. J'aimerais bien que vous puissiez nous parler d'une affaire en particulier, qui est l'affaire Yuri Arowski, et de ce qu'elle nous enseigne. I have to apologize for those who were part of the precedent panel on fighting impunity. The case was already addressed, so I'll be quite short. But as is the only case that has been brought to court, I think it's important to remind of a few facts. Yuri Arowski was a former member of a Belarusian special unit known for its repressive activities in the 1990s. He was in particular active at the end of the 1990s and participated in the enforced disappearance of 3 very high-profile opposition leaders in Belarus. He defected from the Lukashenko regime and at some point eventually found his way through Germany to Switzerland. And he, for whatever reason, maybe to support his asylum claim, went public about his participation in that unit's crimes, and especially those 3 enforced disappearances. So he publicly admitted on a number of occasions on radio and even in television on Deutsche Welle, his role in said disappearances. Based on that, Trial International, so my organization and our partners, FIDH and Jasna, upon learning of his presence in Switzerland, investigated to find where exactly he was living, and then filed a criminal complaint in support of 2 of the relatives of the disappeared. This prompted, of course, an investigation in St. Gallen. So St. Gallen is a small canton in the eastern side of Switzerland. They never had any enforced disappearance case. It was the first case actually in Switzerland and anywhere on universal jurisdiction. So this was brand new, based on a new article in the criminal code that had been adopted after Switzerland ratified the convention. The case was able to move ahead. I'm not going to go into the details of the investigation, but the trial was pretty brief. Took place in September 2023. Unfortunately, the suspect or the accused was acquitted. The judges had a bit of difficulty believing everything he had said. He contradicted himself here or there. But what was very peculiar is that you had the prosecution, the defense, and the civil parties all
saying the same thing, that he had participated in those events, but the court was not convinced exactly. So for that reason, on a factual basis, thought that the evidence was not proven beyond reasonable doubt, and they thus acquitted him. So at this stage, at least, a negative outcome. But I think we have to weigh that and put it into perspective. There are some positive outcomes from the trial. First of all, it's the first trial that took place. It's a meager consolation, but still, it shows that countries can and should, of course, investigate these cases and bring them to justice. It kind of opens the door, sets a precedent that other states can now reproduce. I think for the victims, it was also very important to have their day in court, to be heard by the prosecutors. They were not, unfortunately, heard by the court. They were not able to illustrate the human impact of enforced disappearances on them. So that was a bit of a shortcoming. But the fact that the trial took place was also, in terms of awareness raising, very important. Awareness raising of this particular crime. There was a huge amount of media attention, but also the fact that those crimes took place in Belarus. The first time we had a case on Belarus, and the court was, even if they acquitted the accused, was keen on saying the Lukashenko regime is responsible for those disappearances. So again, a meager consolation. There were problems of translation, interpretation, in particular the plaintiffs. One of them did not speak German, and to be honest, probably had no idea what was going on in the court, had to rely on her neighbor to translate what was being said. So that was not really a good way of operating, of making the victims participate in the court proceedings. We also felt, for those who were present there, that the case was handled as a normal case of drug possession or domestic violence or whatever. The court fell, I think, pretty short of the standards that such cases should bring with them, especially considering the historic nature of the trial. The court was composed of 3 judges, 1 professional and 2 lay judges. One of them a pharmacologist, the other one a police officer. So that's the type of people that have to decide on the first case anywhere in the world how you apply universal jurisdiction. It wasn't really the best configuration for a trial. They were not ready for the media attention. They were not ready to handle those complicated legal issues, and in the end, kind of sidelined the whole thing with the question of evidence and lack of credibility. The case is still ongoing. An appeal has been filed, so it's not the end of the story. We'll see what comes out of it. Merci beaucoup. Les questions, ce sera à la fin, parce que sinon, on ne pourra pas tenir le timing. En tout cas, merci beaucoup, Philippe, parce que ça montre aussi toute la diversité de la manière dont, selon les pays, on va traiter une affaire de compétences universelles. Est-ce que, avant qu'on termine avec vous, est-ce qu'il y a un point, Philippe, que vous vouliez peut-être rajouter, ou sur, pour vous, aujourd'hui, quelle serait la plus grande difficulté à laquelle vous êtes confrontés vis-à-vis de l'application de la compétence universelle, en Suisse, et pas qu'en Suisse, évidemment. Hein, ouais. It's on. So universal jurisdiction is not a panacea. It's one way to fill the huge impunity gap that exists. We should all strive for justice to happen where the crimes took place, so that the affected communities can really, possess the process. When it happens elsewhere, it makes things a bit more complicated for everybody, including prosecutors, who sometimes have to access evidence that is on the other side of the world. It brings along risks for victims. There can be threats to their relatives, to themselves. It requires a lot of courage from them. It could be risky for lawyers taking part in these processes. I think one of the important things is that at the individual level for victims, it can, in some circumstances, when the stars align, bring a sense of justice, right to truth, understand what happened, right to justice, eventually seeing the perpetrator sentenced, maybe the right to reparations. Some courts can also
accord reparations. But also when you have many of these cases, it puts a lot of pressure on the state where the crimes were committed to itself show that it can do something. We've seen that in cases around Gambia or Liberia, where a lot of those cases in Germany, in France, in Switzerland, in the US have happened. It puts pressure on the government at home to, you know, kind of say, okay, we need ourselves now to be seen as doing something. And both of those countries have set up special war crimes tribunals or a hybrid tribunal for the Gambia to now start adjudicating on atrocity crimes. Merci beaucoup. Je vais appeler à présent nos deux intervenants suivants, Andreas Schuller et Luciano HAZAN, s'ils veulent bien venir à la tribune. Donc, Luciano HAZAN est avocat. Il a consacré sa carrière à la défense des droits humains. C'est un ancien membre du groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées et du comité des disparitions forcées. Et il est également un acteur tout à fait majeur et clé dans le programme de lutte contre la violence institutionnelle en Argentine. Et Luciano, vous avez également été l'avocat des grands-mères de la place de Mai, ce qui est une expérience tout à fait remarquable et particulièrement intéressante. Alors moi, j'aimerais savoir quelles sont aujourd'hui les leçons que vous tireriez des affaires de compétences universelles en Argentine. Qu'est-ce que vous aimeriez là aujourd'hui partager avec nous? Thank you so much. I'm going to speak in Spanish, so those of you that need interpretation, you have the time. I can speak in English, but not that good. It's nice. I cannot speak in French, for sure. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a quienes han organizado este congreso, quienes han estado detrás. Me parece que es importante destacarlo. Me parece que es un momento único que debemos aprovechar y que no debe terminarse mañana, sino que tiene que ser el inicio de un proceso importante. Quería aprovechar para decir eso. Me parece que es una foto que realmente genera un hito en la lucha contra las desapariciones forzadas. Voy de lleno a la pregunta, ¿no?, sobre la jurisdicción universal en Argentina. Muy breve introducción para que se entienda. En Argentina hubo una dictadura militar entre 1900, cívico-militar, porque hubo participación civil también, entre 1976 y 1983. Esa dictadura fue una dictadura muy sangrienta, pero tuvo básicamente un siglo de dictaduras antes también. No fue la primera dictadura que hubo en Argentina, fue la última y la más sangrienta. Esa dictadura utilizó la desaparición forzada de manera sistemática en el marco de un plan represivo contra toda forma de disidencia política. Seguramente muchos de ustedes ya tienen el resto de los detalles. Como tenemos bastante poco tiempo, me detengo ahí. Cuando Argentina recupera la democracia en 1983, inicia un proceso de memoria y verdad, si se quiere, focalizado sobre todo en una comisión de la verdad que elaboró el informe Nunca Más, que seguramente habrán escuchado hablar de ese informe, y como paso siguiente se llevó adelante el denominado juicio a las juntas, que enjuició a las máximas autoridades del poder militar durante la dictadura argentina. Tal vez han visto una película que tuvo bastante repercusión el año pasado o hace 2 años, que si no se las recomiendo, está en las plataformas, que cuenta la historia de ese juicio muy importante, que fue un juicio realmente único, si se quiere, en el mundo, con el procedimiento penal
local, sin necesidad de crear ningún tipo de estructura ni procedimiento alternativo ni especial. Eso le ha asignado un valor importante. Luego del juicio a las juntas, las familias de las víctimas comenzaron a decir, bueno, ahora hay que perseguir penalmente y condenar y sancionar al resto de los perpetradores, no solamente a quienes estaban en el tope de las decisiones. Y esto, bueno, generó como respuesta una fuerte presión del poder militar, que todavía era mucho, con intentos de golpe de Estado que hubo en ese momento, y sobre todo también del poder económico, del establishment argentino, que había estado involucrado en la dictadura también, porque la dictadura tenía intereses no solamente políticos, sino económicos, de cambiar la sociedad, la estructura económica de la sociedad sobre todo. Esa presión derivó en el dictado de 2 leyes de amnistía y del indulto a todos los militares que habían sido condenados en ese juicio a las juntas. Es decir, que se inicia en Argentina una era de impunidad. Y cuando hablamos de jurisdicción universal, como lo vienen diciendo el resto de los colegas en el panel, hablamos de jurisdicción universal porque la desaparición forzada es un crimen internacional que de alguna manera se define por la impunidad. La impunidad es parte íncita de la desaparición forzada como crimen de Estado. Y entonces lo que ocurre en Argentina es que, sobre todo, las familias de los familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de derechos humanos que los venían acompañando empezaron a intentar y a pensar distintas estrategias para luchar contra la impunidad. Entonces, el uso de la jurisdicción universal en Argentina uno lo puede señalar como un elemento más dentro de una gran estrategia que fue más amplia. Y uno podría mencionar litigio en el sistema interamericano de derechos humanos, que en el caso de la PACO, por ejemplo, se logró que se establecieran juicios por la verdad. Entonces ya no eran juicios que no tenían consecuencias punitivas, no era una persecución penal, pero eran juicios en tribunales de justicia que por lo menos permitieron que las víctimas y testigos pudieran dar testimonio. Eso tuvo un impacto reparatorio, pero además tuvo un fuerte impacto político y un impacto en términos de posibilitar a los familiares, a las víctimas, de dar testimonio frente a tribunales. Esto, digamos, fue un avance importante. Hubo leyes reparatorias. La búsqueda y la persecución penal de los niños desaparecidos, el trabajo que venían impulsando las abuelas de Plaza de Mayo, no había quedado cercenado por las leyes de amnistía. Entonces esos casos siguieron y también tuvieron un fuerte impacto en la agenda pública. Los hijos de desaparecidos, que eran niños cuando termina la dictadura, ya eran adolescentes cuando estamos viviendo esta era de impunidad, se organizan y empiezan a hacer lo que en Argentina se llamó scratches. ¿Qué fueron los scratches? Fueron manifestaciones públicas que los hijos de desaparecidos empezaron a hacer en las puertas de las casas de los perpetradores. Iban a la casa, hacían una manifestación y le contaban a todos los vecinos, con pancartas señalando las casas: acá vive un genocida. La persona que vive al lado de usted, a la que le da azúcar cuando necesita, con la que conversa todas las mañanas cuando saca al perro, es una persona que desapareció 30.000 personas. O participó en la desaparición de 30.000 personas, asesinó personas, cometió crímenes contra la humanidad. Es decir, podría estar mucho más tiempo explicando todo este proceso, pero el intento de la jurisdicción universal viene enmarcado en esta estrategia un poco más amplia. El objetivo que tenían los familiares, si se quiere, era múltiple para el uso de la jurisdicción universal. Por un lado, la documentación de los hechos. La jurisdicción universal servía también en un momento en el que no había lugar donde dar testimonio, así como los juicios por la verdad, para que, aunque sea en un tribunal de otro país, se pudieran ir las familias y contar qué es lo que había ocurrido. El mismo efecto reparatorio también, poder ir frente a un tribunal, ser escuchado. No es lo mismo estar el relato en un informe de la verdad que está escrito, que dar un testimonio en un tribunal de justicia, frente a jueces. El marco de la solemnidad, aprendimos, por lo menos en Argentina, que tiene un efecto reparatorio muy importante. Y sobre todo, en definitiva, lo que se buscaba, además del efecto de justicia que podía implicar una eventual condena de las personas que estaban siendo enjuiciadas en un tercer país, era el de generar la presión
política necesaria y judicial para que los casos se reabran en Argentina, para tratar de romper el marco de impunidad que habían creado las leyes de amnistía y el indulto. Solamente para mencionar algunos casos, para que se entienda un poco dónde ocurrieron, dónde se dieron estos casos de jurisdicción universal. Seguramente muchos conozcan los casos llevados adelante por el ex juez Garzón en España, en la Audiencia Nacional, en el cual llegó a imputar a 98 militares argentinos, entre ellos las cúpulas de las juntas que habían sido beneficiadas con el indulto. El caso Silingo, que también fue un caso que llevó adelante el juez Garzón, y en el que sí hubo un juicio y Silingo fue condenado por 30 víctimas. Es interesante que ahí no había necesariamente ningún tipo de vínculo entre las víctimas y España, es decir, que acá estábamos en un caso de jurisdicción universal estricto. En Alemania se llevó adelante el juicio, el caso por la desaparición de Elisabeth Kassemann, que era una nacional alemana que fue desaparecida en Argentina. Ahí Alemania pidió la detención de Jorge Videla y Emilio Macera, dos de los principales jerarcas de la dictadura que habían sido condenados en el juicio a las juntas. En Francia se llevó adelante también el proceso por la desaparición de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, que fueron víctimas llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada, el principal campo de concentración, centro clandestino de detención de la Marina. En ese caso, y acá es interesante, fue condenado en ausencia Alfredo Astiz, un militar de inteligencia que ha tenido, digamos, mucha visibilidad, mucha repercusión, que estaba infiltrado en el grupo de los familiares que estaban buscando a sus seres queridos desaparecidos. Astiz fue condenado en ausencia. Esto es todo un tema, tal vez podemos tener alguna discusión al final, si hay tiempo, sobre el juicio en ausencia. Yo no soy, la verdad es que aquí fue útil, entonces, para cuando hablamos de jurisdicción universal, el juicio en ausencia puede ser una herramienta. Yo tiendo también a tener una mirada crítica, o sea, tengo de alguna manera como cierta confusión en relación con el juicio de la ausencia, no sé si es tan bueno o tan malo. Como aspecto negativo, me parece que uno lo que puede ver es que al no estar el acusado se pierde tal vez valor en términos de construcción de verdad, no se da un proceso adversarial que de alguna manera es el mejor escenario para que un tribunal tome una decisión, para que realmente se conozcan los hechos. En general termina siendo la afirmación de la acusación, entonces eso también pierde legitimidad en términos del resultado. Hay una serie de problemas que, digamos, si uno profundiza, me parece que vale la pena. Y en Italia también hubo investigaciones por desapariciones en Argentina de nacionales italianos. ¿Cuál fue la reacción del Estado cuando todos estos casos empiezan a solicitar extradición de los militares argentinos? En ese momento, año 2000, el presidente de la Rúa, que era el presidente en ese momento, saca un decreto negando la extradición. O sea, hace un decreto y dice, no vamos a entregar a ningún militar para que sea juzgado. Entonces, salvo Astiz, que había sido juzgado en ausencia, salvo la posibilidad de juicios en ausencia, esta justicia universal sobre casos argentinos que se estaba impulsando queda trabada. Bien, esto de alguna manera lo que hace la decisión del Poder Ejecutivo de no extraditar es lo que genera es precisamente dar el espacio político para que entonces se pueda discutir seriamente y judicialmente en el litigio que venían haciendo las familias la reapertura de los juicios. La otra cara de esto, y no me va a dar demasiado tiempo para abordarla, es el ejercicio de jurisdicción en Argentina sobre casos de otros, digamos, de violaciones a derechos humanos en otros casos. Voy a hacer un listado porque estoy prácticamente sin tiempo. Casos por crímenes cometidos en China contra Falun Dafa y Falun Gong, crímenes contra la humanidad en Paraguay, se han iniciado casos por crímenes cometidos en Myanmar. Tal vez después, si tenemos algo de tiempo, podemos hablar. Se han abierto casos, se han presentado denuncias por violaciones a derechos humanos y muchos casos de desaparición forzada en Bolivia, la Franja de Gaza, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Azerbaiyán.
Turquía, Arabia Saudita, el caso Khashoggi, Colombia, Nicaragua, Israel, Rusia y Yemen. Es decir, ha habido una suerte de avanzada. ¿Cuál es el estatus actual para tratar de ir cerrando? No hay una ley para el ejercicio de la jurisdicción universal en Argentina, sino que hay un artículo constitucional que habilita la jurisdicción cuando estamos frente a afectación al derecho de gentes. Y después está la ley de implementación del Estatuto de Roma, que de alguna manera le da competencia a la justicia federal en Argentina. Argentina es un Estado federal. Entonces, la Corte Suprema y varios tribunales han utilizado esas normas para llevar adelante estos procesos. Pero entonces la Fiscalía, la Procuración General, que es lo que sería el fiscal general, sacó una serie de normas. La última es de diciembre, es decir, muy reciente. Esto es como muy novedoso. De alguna manera, lo que entiendo que el fiscal general quiso hacer es ordenar y dar regulación. Como toda regulación, lo que hace también es limitar. Entonces, esto es importante frente a todos estos casos que por ahí generan expectativas. De alguna manera está legitimando la persecución porque es una regulación y entonces de alguna manera legitima, pero... Je vais vous demander de conclure, okay. vraiment. Simplemente es importante decir que en esa regulación lo que el fiscal general hace es de alguna manera vedar la posibilidad de perseguir penalmente con jurisdicción universal cualquier caso que no tenga un link con Argentina. Entonces, esta claramente es una regulación limitante. Y bueno, tal vez dejo para después para conversar lo que a mí me parece que es el desafío principal, y es tratar de democratizar la jurisdicción universal. Tratar de generar mecanismos de cooperación entre distintos países que no sean solamente los países centrales, que incluya países del margen como Argentina y como otros países que han ejercido la jurisdicción universal como Senegal, Sudáfrica, etcétera, y poder generar de alguna manera una red que impida las presiones políticas que de alguna manera uno podría decir que es lo que está afectando a Argentina hoy en día. Muchas gracias. Merci beaucoup. Excusez-moi de devoir vous arrêter, mais on a plusieurs intervenants encore à entendre et qui ont aussi des choses passionnantes à nous expliquer. Je vais donc m'adresser maintenant à Andreas Schuler, qui est avocat, alors en Allemagne, à Berlin, c'est ça, hein, qui est directeur du programme Crimes internationaux et responsabilité au Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l'homme. Alors, Andreas, vous avez une expérience très étendue dans tout ce qui concerne la mise en œuvre de la compétence universelle à travers l'Europe. Et la première question que j'aimerais vous poser, elle porte sur la loi allemande et ses avancées concrètes sur les crimes internationaux et notamment, évidemment, sur les crimes qui nous intéressent aujourd'hui tout particulièrement, qui sont le crime de disparition forcée. Oui, merci beaucoup. I'll respond in English. Yeah, thank you very much for the invitation, and thank you very much also to be here at the World Congress, and also really great to see so many organizations here that include survivors. It's based on victims' demands and having them participating here. So it's encouraging to see full halls here and the conference hall with so many people on this topic. I think that's really encouraging. And I think it's quite important as a World Congress to bring all those groups and people together here. Very briefly, to follow up on what Luciano just said on Argentina, I think it's an excellent example to use universal jurisdiction worldwide to also then push for local trials again in Argentina that then happened all these years. And interestingly, then 4 or 5 years ago, there was the trials in Argentina, the prosecutions also in Chile actually led to perpetrators then flee, for example, to Germany because they had a German passport, and Germany could not extradite them because Germany does not extradite those with a German passport. So it meant that Germany needs to do those cases and prosecute them, and completely failed to do so far on Chile because the prosecutor was not willing to
prosecute those cases because there was no enforced disappearance law in place in Germany until August last year. Actually, it was just introduced 4 months ago as a standalone crime under German criminal law. And in an Argentinian case, there was a 250 pages indictment by the Berlin prosecutor, finalized and approved by the court, and then the suspect passed away. We published that indictment as a historic record and translated it also into Spanish, so at least this is there. It was quite interesting to have the old cases in Germany. You mentioned 2002, 2003, and then a new one in 2023, which again didn't lead to any prosecution. But it's the interesting part how these cases are going back and forth, and I think that's super relevant. We at ECCHR started already in 2013 trying to amend the German law with a standalone crime of enforced disappearances. We only succeeded 6 months ago after a 10-year battle, also complaining to the Committee on Enforced Disappearances during the state reporting, got some strong recommendations all these years. But actually, it was also a case on Syria that brought some changes, because in 2019 there was a first big trial going on in Germany based on universal jurisdiction again against 2 members of the Syrian regime. They were prosecuted in the court of Koblenz, called the Al-Khatib trial, on charges of torture and killings, and later also on sexual violence, but not on enforced disappearances, although it was a detention branch in Damascus, where many people disappeared. Through our partner lawyers, we tried to amend the charges with filing a motion to request that crimes against humanity charges or enforced disappearance as a crime against humanity are added to the indictment. It was rejected by the prosecutor and by the court. And the critical part was that the German definition is based on the Rome Statute from 1998, with a plus, which said that it was needed that an official refused to tell about the whereabouts about the disappeared people upon inquiry instead. And this upon inquiry was interpreted by the prosecutor and the judge that the relatives of a disappeared person would need to formally ask the authorities who likely disappeared the person about the whereabouts, and you need to prove that in court, which, if you know the situation in Syria back then, was impossible to do, and I think it also became clear to everyone. So we also raised that after the end of the trial, that we need a legal change here on the definition, plus this standalone crime of enforced disappearances. And with then the war and the aggression against Ukraine, there was some willingness to change and reform the German law. So this upon inquiry definition is now deleted. So we hope that makes it easier for prosecutors to include enforced disappearance charges in future cases. And we got a standalone crime, which then also allows for other cases that are not crimes against humanity to also being prosecuted in German courts for the future. So that's, in a very nutshell, the past 10 years of legal reform, litigation, and how this all influences each other. And you see also the problematic with having the Rome Statute definition as the leading one. Then the convention comes only later, but even in the reform now, they only went back to delete these 2 words from the Rome Statute definition, but not more, which we think would have been appropriate concerning given that you have a different definition in the convention, of course. So I think that describes a bit the situation. Merci beaucoup. Est-ce que, en 2 mots, vraiment en 2 mots, vous auriez, vous, une recommandation pratique, parce que vous avez vraiment une vision très large de comment est appliquée justement la compétence universelle en Europe. Est-ce que vous auriez une recommandation qui pourrait être formulée? Mais vraiment en 2 mots. Merci. Yeah, sure. I mean, I think it's important first that
prosecutors, police are aware that enforced disappearances exist in the law, that in investigations, questions are asked into that direction, and not only in the direction of torture that happened, of arbitrary detention that happened, but also to establish all the elements you need for enforced disappearances. So I think it's the awareness and also maybe training for prosecutors and police here. I think it's quite important. And I think moreover, we have also the difficulties that usually you mentioned the link to Argentina that's now needed, that you have universal jurisdiction cases usually only being triggered if there's a link, or even more so if there's a suspect present in the territory or even residing on the territory. And then you start a case, whereas we think universal jurisdiction also permits all states basically to gather evidence and to then share evidence with colleagues in other jurisdictions to build cases. And this connection of evidence part is hardly done. In some few situations it's happening, but in very few. And in all others, it's based on opportunity where a perpetrator is in the country, whether you do a case or not. And then you have even difficulties to build the case and gather the evidence, as also Philippe mentioned before. So I think there needs to be more knowledge, but also more resources and more willingness to secure evidence for future cases, and not only wait until you identify a perpetrator on your territory or NGOs point you to someone being present. So I think these are some of the main obstacles we still have on good intentions, also with the conventions and the obligations in there, and then practically how it's very restrictive, only applied. Merci beaucoup et je remercie donc nos deux intervenants et je vais appeler les 3 prochains intervenants. Merci. Donc Clémence Bechtart, Obeda Dabag et Mazen Darwish. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence Bechtart, qui est avocate au barreau de Paris, toujours, qui est évidemment engagée auprès de la FIDH, qui est la coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la FIDH. Et Clémence, elle l'accompagne depuis de très nombreuses années maintenant, les victimes dans des affaires emblématiques comme l'affaire Daba. Je ne sais pas comment on prononce. Dabag. Bon, voilà, que je ne me trompe pas. Et avec Clémence, nous avons eu le plaisir de travailler ensemble sur la mise en œuvre du statut de la Cour pénale internationale dans la législation interne en France. Et ce n'est pas encore gagné sur la compétence universelle au niveau interne en France. Mais c'est un autre débat, un autre sujet. Alors, Clémence, moi, j'aimerais t'entendre sur justement ces affaires d'Abag et Nema et sur les défis et les avancées en lien avec ces affaires. Merci Anne, bonjour à toutes et tous. Merci, je suis également ravie de pouvoir participer à ce premier congrès mondial. Je parlerai donc de la situation en effet en France s'agissant de la poursuite du crime de disparition forcée, qu'il s'agisse de ce crime en tant qu'infraction autonome ou du crime de disparition forcée constitutif de crime contre l'humanité. La situation, je dirais qu'elle est un peu la même que ce qui a été précédemment décrit dans ce panel et puis plutôt dans la discussion plutôt cet après-midi, c'est-à-dire que l'on constate qu'il y a très peu d'affaires
affaires en cours dans lesquelles le crime de disparition forcée est poursuivi. Très peu de procès aussi, on l'a dit bien sûr, et la situation, elle est équivalente en France, alors qu'on a en France une infraction autonome qui résulte de l'incorporation de la Convention contre les disparitions forcées qui date de 2013, donc qui est moins récente que ce qui était décrit sur l'Allemagne précédemment par Andreas. On pourrait donc penser qu'il y aurait plus d'affaires introduites, de procédures judiciaires en cours, de procès intentés. Et bien pour autant, ça n'est pas le cas. Et on a, et je vais vous en parler, 2 affaires seulement, l'une dans lesquelles les charges de disparition forcée ont été finalement abandonnées, et l'autre qui a donné lieu au premier procès en France pour le crime de disparition forcée constitutif de crime contre l'humanité, qui a eu lieu l'année dernière en mai dans le procès de l'affaire Dabag, dans lequel j'ai eu l'honneur de représenter Obeida. Dabag qui est ici proche de disparus, dont le frère et le neveu ont disparu en Syrie, et puis également l'organisation de Mazen Darwish, SCM, le Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression. Donc une incorporation du crime en tant qu'infraction autonome en 2013, une transposition du statut de Rome par la loi du 9 août 2010, et pour autant, de nombreuses années plus tard, encore une fois, très peu de procédures ouvertes, très peu de procès, un seul procès mené sur le crime de disparition forcée. Comment l'expliquer? Alors, je ne veux pas me substituer, ce serait plutôt à l'autorité judiciaire française, au pôle spécialisé, de répondre à cette question, mais en tout cas, peut-être quelques indices pour expliquer ce très faible nombre de procédures judiciaires qui concernent le crime de disparition forcée. On le voit, il y a, et ça rejoint ce qui a été dit précédemment, et d'ailleurs l'une des recommandations formulées par Andreas Schuler à l'instant, une faible connaissance, je pense, ou une méconnaissance de ce crime dans ses spécificités juridiques, dans ses spécificités factuelles aussi. Et cela se traduit par le fait que lorsqu'on est en présence d'affaires qui sont ouvertes de la propre initiative du parquet, donc du procureur du pôle spécialisé en France, dans lequel il s'agit de regarder et d'avoir une vision, je dirais, à 360 de l'ensemble des crimes qui sont commis dans une situation pour pouvoir retenir différentes qualifications contre un individu qu'on envisage de poursuivre, et bien souvent, les disparitions forcées, très souvent d'ailleurs, ne font pas partie des qualifications qui sont retenues, alors même que la situation aurait dû imposer un regard spécifique ou un réflexe peut-être qui n'existe pas aujourd'hui de retenir parmi d'autres cette infraction de disparition forcée, encore une fois en tant que crime autonome ou constitutif de crime contre l'humanité. Donc ça n'est pas le cas aujourd'hui, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment sur ce besoin de formation, de sensibilisation, je dirais, à l'existence de ce crime, à ses spécificités et à la nécessité aussi de le retenir parmi d'autres lorsqu'il s'agit encore une fois de regarder une situation de crime commis, par exemple sur la Syrie, et c'est ce qui m'amène à la Syrie, où effectivement c'est sur la situation syrienne que 2 affaires ont été autant d'opportunités en France pour poursuivre des individus sur le fondement du crime de disparition forcée en tant qu'infraction autonome d'une part, dans une affaire NEMA, sur laquelle je vais venir brièvement, et puis d'autre part sur l'affaire Dabag, qui a donc donné lieu à ce premier procès en France. Sur l'affaire NEMA, il s'agissait d'une plainte qui a été déposée à l'initiative de SCM, du centre de Mazen Darwish et de la FIDH, avec des victimes contre un membre d'un groupe armé non étatique, Jaish al-Islam, qui a sévi en particulier dans la région de la Ghouta orientale en Syrie, et dans lequel des crimes de disparition forcée ont été commis, et de manière plus particulièrement très emblématique à l'encontre de l'une des icônes de la révolution syrienne, HAZAN Zeytouni, et 3 de ses collègues qui ont été victimes de disparition forcée, et c'est ce qui nous a poussé à déposer cette plainte en juin 2019 en France pour disparition forcée en tant qu'infraction autonome avec d'autres qualifications. Cela a donné lieu lorsqu'un suspect a été arrêté et que
il a pu exercer ses droits de la défense, eh bien, à une question juridique qui a été posée, d'abord au juge d'instruction saisi, puis ensuite à la cour d'appel, et c'est allé jusqu'à la cour de cassation. Et la question était celle de savoir, est-ce qu'on peut tenir responsable, poursuivre un acteur non étatique pour le crime de disparition forcée? Ce qui est intéressant, c'est que les mêmes arguments étaient soutenus et retenus par la défense pour le crime de torture, issu de la Convention des Nations Unies sur la torture. Et la solution qui a été trouvée, elle n'est pas la même pour le crime de torture, où là, les juridictions françaises ont acté une évolution du droit international et ont admis que ce crime issu de la Convention et de sa transposition pouvait être reproché à un acteur non étatique, mais ont considéré que les conditions n'étaient pas réunies pour retenir ce crime, le crime de disparition forcée à l'encontre de ce même responsable donc de groupe armé. Donc on est devant une situation maintenant où le procès de cet individu va avoir lieu cette année, mais où les charges de disparition forcée ont dû être rejetées et ne feront donc pas partie des qualifications pour lesquelles il va être jugé en mai et juin prochain. J'en viens maintenant à l'affaire d'Abag. Alors, c'est Obeida qui vous en parlera tellement mieux que moi, en tant que proche de disparus, puisque c'est son frère et son oncle qui ont disparu dans les geôles du régime syrien les 3 et 4, après leur arrestation les 3 et 4 novembre 2013. En tout cas, ce qui est peut-être intéressant d'abord juridiquement, c'est que ça a été en effet le premier procès qui a retenu l'infraction de disparition forcée en tant que crime contre l'humanité en France. C'était essentiel pour nous pour deux raisons. D'abord parce que il y avait au moment où on saisit les juridictions françaises aucune procédure judiciaire ouverte concernant la Syrie sur le crime de disparition forcée. Or, on sait à quel point ce crime a été central dans la répression utilisée par le régime syrien à l'encontre de la population civile, près de 150 000 disparus. Donc il était essentiel que cette infraction fasse intégralement partie des qualifications retenues dès l'enquête et bien évidemment ensuite au moment du procès. Et puis également parce que il était très important, et Obeida là encore vous le dira mieux que moi, au-delà de l'affaire particulière dont on saisissait la justice française, l'affaire de Patrick et Mazen Dabag, un père et son fils enlevés puis disparus dans les geôles du régime syrien, d'en faire aussi un procès plus emblématique du phénomène des disparitions forcées en Syrie. De ce phénomène, de la centralité, encore une fois, du recours aux disparitions forcées par le régime syrien en tant qu'outil de répression, et de toutes les formes de criminalité qui ont découlé aussi de ce phénomène des disparitions forcées en Syrie, à savoir les tentatives d'extorsion, de chantage subies par les proches, et non seulement par la famille d'Abag, mais par l'ensemble des proches victimes de disparitions forcées en Syrie. Tentatives d'extorsion pour avoir des bribes de vérité, la confiscation des biens aussi qui a très souvent entouré ce phénomène de disparition forcée. Donc l'ensemble de ces phénomènes, pour nous, il était très important de les traduire juridiquement, mais aussi de raconter cette histoire de cette criminalité à travers cette affaire d'Abag. Merci beaucoup Clémence. Je vais tout de suite me tourner vers vous. Donc vous êtes Monsieur Obeida Dabag et vous êtes le frère et l'oncle de Mazen et de Patrick Dabag qui ont disparu en Syrie. Et je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour votre présence, pour votre témoignage. Et j'aimerais que vous puissiez nous raconter justement en tant que proche de victimes, en tant que membre de la famille des victimes, qu'est-ce qui a été très compliqué pour vous? Quels sont les défis que vous avez vraiment rencontrés dans le cadre de ce parcours évidemment judiciaire et puis aussi, et ça c'est intéressant pour tous, de savoir quels ont été les soutiens qui ont été fondamentaux. Qu'est-ce qui a été le plus aidant pour vous dans ce combat? Au départ, l'affaire démarre en novembre 2013. Donc, arrestation de Patrick, mon neveu, puis le lendemain, mon frère. Et une semaine après, en fait, je reçois
sur mon répondeur un message de Haïfa, ma belle-sœur, en fait, qui me dit que Mazen et Patrick avaient été arrêtés par les services de renseignement de l'armée de l'air. Est-ce que tu pouvais faire quelque chose? Bah, j'ai dit mission impossible. Je veux dire, qu'est-ce que je peux faire, etc. Je réfléchis un petit peu. Puis là, il y a un flash qui me dit, mon frère, il est français. Donc peut-être que je peux informer les autorités françaises de la situation. Je commence d'abord par son Mazen était conseiller pédagogique à l'école française de Damas depuis 25 ans. Donc je dis, la première chose à faire, c'est de contacter son proviseur. Je contacte monsieur le proviseur, monsieur à l'époque, et il me dit, vous savez, c'est des questions un peu difficiles quand vous travaillez avec la sécurité en Syrie, etc. C'est pas vraiment des choses faciles à faire. Bon, donc je dis, bah, ok, c'est pas grave. J'ai de toute façon un prochain recours. Ouais, ça va aller vite. Le ministère des Affaires étrangères français, la cellule de crise. Je prends mon téléphone, je téléphone, et là, une personne me répond. Je l'explique à cette personne que mon frère est otage des autorités syriennes, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et c'est là qu'il me répond, vous savez, la Syrie est un état de droit, on ne peut rien faire, etc. Je dis, quoi? Au bout de 2 ans, vous ne pouvez rien faire, vous ne savez pas ce que c'est en train de faire le régime syrien? Il me dit, bon, je vais me mettre en contact avec l'ambassade de France au Liban, prenez contact avec eux, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire, etc., etc. Bien sûr, ça n'a rien abouti, il y a eu des dizaines de contacts avec eux, des téléphones, etc. Et en fait, je sentais toujours que c'était eux qui avaient besoin de l'information plutôt que eux me donner une information sur Mazen. Ben, je me dis, ah, bah, qu'est-ce qu'il y a maintenant à faire finalement? Bah, taper encore plus haut. Je dis, bah, le président de la République de l'époque. J'envoie un courrier à Monsieur Hollande, à l'époque c'était Monsieur Hollande, je lui explique le cas, etc. À Monsieur Fabius également, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Je dis, là, tapez fort comme ça, Mazen citoyen français, en 2 jours il va sortir. Bien sûr, je reçois un courrier de vite fait, comme quoi nous compatissons avec votre cas, etc. Nous allons faire le maximum. Le président, bien sûr, me dit, je mandaterai Monsieur le ministre des Affaires étrangères pour gérer votre affaire, etc. Ok, c'est bien, là, les choses avancent. Et puis, quelques semaines après, je reçois un courrier du secrétaire du cabinet de Monsieur Fabius me demandant, mais monsieur, vous êtes le frère de Mazen. Est-ce que vous êtes sûr que sa famille, sa femme et sa fille veulent s'associer à faire quelque chose? Je dis oui. Il m'a dit, vous savez, nous, on peut rien faire si on n'a pas le consentement écrit, le consentement écrit de sa femme. Donc je lui dis, bah, bon, j'ai tout de suite compris que de toute façon, c'était des roues qu'on me mettait un peu dans le truc. Je téléphone à ma belle-sœur et je lui explique le cas. Et bon, elle accepte facilement, bien qu'elle ait peur. Elle a vraiment toujours eu peur. Elle n'a pas voulu, disons, s'associer à toutes mes démarches. Mais elle m'envoie ce courrier. Je l'envoie au directeur de cabinet et plus rien ne se passe. Entre-temps, je dis, bon, bah, politiquement, il ne se passe rien, qu'est-ce que je peux faire? Allez, le SNES, le syndicat des enseignants français, on envoie un courrier. Ah oui, 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 effectivement, Mazen est enseignant, on va essayer de voir, de prospecter, etc. Allez, hop, rien de cela. Plus tard, la Croix-Rouge internationale. Oh, d'accord, il n'y a pas de souci. Nous, on a des liens avec le croissant, comment dirais-je, le croissant rouge syrien, on va obtenir des informations vite fait, etc. Donc je fais une demande, j'écris une lettre pour qui sera soi-disant remis à Mazen dans sa prison, etc. Rien ne se passe. 2 ans après, 3 ans après, je reçois un courrier comme me disant, bon, finalement, on n'a pas trouvé votre frère et votre neveu. Entre-temps, j'ai dit, bon, bah, j'écoute les informations comme tout le monde. Et puis, il y a 4 députés qui sont partis en Syrie avec un sénateur. Je dis, mais eux, ils ont peut-être porte ouverte à Damas. Allez, hop, j'y vais. Monsieur Untel, monsieur Untel, monsieur Untel, prendre rendez-vous, aller au Sénat, aller à l'Assemblée nationale, expliquer le cas, etc. Nous allons faire, bien sûr, on a nos contacts en Syrie, nous allons faire le maximum, il n'y a aucun souci, vous allez avoir une réponse très rapidement. Bien sûr, toujours rien. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est-à-dire, vraiment, je commençais à désespérer et je disais quand même, la France, un citoyen français, France, quand même, 5e puissance mondiale, membre du Conseil de sécurité, ne pas pouvoir intervenir et faire blocage avec les services de renseignement, les services, tout ça, parce que bon, il y avait des Français qui étaient aussi un truc, je comprenais pas. Bon, j'ai dit, c'est pas.
Puis comme ça, un jour, je tombe sur... là, il s'était passé déjà 2 ans parce qu'on était en octobre 2015 et je lis Le Monde. Et dans Le Monde, M. Fabius demandait à l'Office central de la lutte contre les génocides et contre les crimes de guerre s'il y avait une personne de nationalité française qui apparaissait dans le rapport César. Donc le fameux rapport César qui mentionnait en fait une liste de 11 000 tués sous la torture. Et donc je dis, bah, de toute façon mon frère n'était pas, parce qu'il a été appréhendé 2 ans après, donc il n'était pas vraiment dans les... Je savais pertinemment qu'il n'était pas dans le premier rapport César, mais qu'il serait dans la version V2 ou V3. Donc j'ai dit, bah, je vais quand même, je téléphone au commandant de l'office, et il me dit, oui, il n'y a pas de souci, vous venez, vous ferez votre déclaration, etc. Donc je prends avec moi mon épouse, elle qui avait retrouvé son cousin proche sur le rapport César, elle fait aussi une déclaration, malheureusement pour lui, il n'avait pas la nationalité française, donc allez, basta. Donc finalement, cette affaire, ça a été le point de départ de mon action judiciaire. Parce qu'en fait, la FIDH, en fait, en dialoguant avec l'Office, a eu connaissance de ma cause, de mon problème. Et donc, je reçois un coup de fil un jour de maître Clémence. Et là, vraiment, c'était le paradis. Parce que je sentais vraiment une motivation profonde à faire quelque chose, à faire avancer le dossier, à faire. Elle m'expliquait qu'il n'y a pas de problème, ton frère est français, etc. On peut faire quelque chose, etc. Et on commence à faire, donc c'était dans les années 2016, fin 2016, il y a, comment dirais-je... Juste une petite question. Avant l'appel de Clémence, vous n'aviez jamais pensé faire une action judiciaire? Ah, D'accord. en fait, je débarquais comme ça, je ne savais pas quoi faire. C'est-à-dire, je veux dire, je suis un citoyen normal qui n'avait jamais eu maille à la justice. Vraiment, je n'avais aucune... Ça m'était même pas arrivé à l'esprit. Mais j'ai dit, bon, essayons de voir méthodiquement qu'est-ce que je pouvais faire. Et puis, bon, bah, c'était les étapes qui venaient. Puis, bien, après, bon, il y a eu Gabriel qui est venu sur Terre et puis qui a dit, bon, bah, allez aider Monsieur Dabag dans cette affaire. Et donc, voilà, j'ai dit, bon, moi, ok. Et donc, bon, entre-temps, je ne vous explique pas les actions que j'ai menées en France. On a mené en parallèle en Syrie, c'est-à-dire parce qu'il y a j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup de gens proches en fait du régime, des militaires, etc., qui au départ m'ont dit il n'y a pas de souci, ils vont sortir, c'est juste un interrogatoire au bout de quelques jours. Et puis de fil en aiguille, ça s'est transformé en si vous continuez à poser des questions après eux, vous allez avoir des problèmes, des soucis. Donc finalement, il y a eu des raquettes, demande de rançon, la famille a payé. Bon, moi j'ai dit non, je paye pas. Il y a eu une personne qui est venue en France qui nous a dit on est prêt à les livrer. C'est pour voir en fait que tout ça c'est un appareil mafieux, un appareil Oui. Bon, toujours est-il. Donc il y a il y a comment dire, un premier. C'était à l'époque, comment on appelle ça? Auprès du parquet, en fait, dépôt de plainte contre X à l'époque, parce qu'on ne savait pas trop un truc, pour torture et disparition forcée. Et j'ai dit, bon, bah, c'est la première fois que j'entends parler de ce terme, disparition forcée. Bah, je savais la torture parce que les régimes totalitaires, c'est ce qu'ils pratiquent. Disparition forcée, ah oui, parce que bah, effectivement, ton frère, il a disparu. Effectivement, il a disparu 12 heures après. C'était le dernier message qu'on a reçu. Et depuis, on n'a jamais eu d'information, qu'est-ce qu'il était devenu. Donc, ok, l'information part. Et donc, le dépôt de plainte part. Entre-temps, il y a confiscation des services de renseignement de l'année, ils confisquent la maison familiale où habitait Mazen, ils expulsent Militari, sa femme et sa fille, et ils font une main courante pour qu'elle ne puisse plus se mettre un poteau de 50 mètres au-delà de la maison. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je dis, bah, de toute façon, je dépose plainte à Damas, sachant que la justice syrienne j'aurais aucun résultat, mais au moins, si je peux avoir par cet intermédiaire certaines informations importantes, et c'est là qu'on découvre qu'en fait, ceux qui avaient pris la possession de la maison, c'était le chef du bureau d'investigation de l'aéroport de Mazé, où mon frère avait été appréhendé avec son fils, en fait, voilà, et d'autres informations qui ont été très importantes dans la démarche suivante, en fait, qui a abouti, suite à ça, en fait, en 2018, on apprend de manière... Alors, on va pas pouvoir faire absolument tout parce qu'en Non, mais fait, je suis en train de me rendre compte, c'est passionnant, mais que le temps file, le temps file. Donc,
Donc en fait, Peut-être vous, qu'est-ce qui a été vraiment... Donc, Quel est le soutien qui a été essentiel? Alors, on a entendu soutien le essentiel, soutien c'est la justice. En fait, j'ai obtenu gain de cause, si je puis dire, pour moi, pour mon frère, pour mon neveu, et par l'intermédiaire de cette quand même de ce procès en fait qui a été retentissant, c'est tous les Syriens qui sont dans le même cas que mon frère. C'est-à-dire, c'est vraiment, lui, il a été juste le messager, si je puis dire, de cette affaire. Mais c'est une affaire qui concerne des centaines, des dizaines et des dizaines de milliers de Syriens disparus. Donc, heureusement, il y a eu donc mise en examen des trois dignitaires syriens les plus importants, en fait, Ali Mamlouk, Jamil Hassan et puis le chef du bureau d'investigation. Suite à cette mise en accusation, il y a eu une demande au parquet. En fait, le parquet a accepté de faire un procès. Le procès s'est tenu en mai 2024 avec une condamnation pour ces trois personnes, crimes contre l'humanité et délits de guerre. Et donc, c'était une victoire vraiment inespérée. Après tout ça, en fait, la partie judiciaire, elle a commencé en 2016 et s'est terminée en 2024. C'est pour vous dire 8 ans. 8 ans de démarche, etc. Et puis les autres, bien sûr, 4-5 ans. Voilà, donc finalement, les politiques n'ont rien fait. Malheureusement, j'ai tapé au très haut niveau, même M. Macron, même Mme Macron, même M. Le Drian à l'époque, après, en fait. C'est-à-dire pour vous dire que les politiques vraiment s'en foutent. Et en fait, ce qui peut être fait, c'est d'abord les familles. Les familles, il faut qu'elles n'aient pas peur. Donc, je ne peux pas dire que je n'avais pas peur, que ma famille a été contre au début, que ce soit la famille de ma femme donc, mais il fallait que je continue, la persévérance, l'obstination à payer finalement. C'est-à-dire, sinon, on n'aurait jamais obtenu gain de cause. Et j'espère que ça sera une jurisprudence pour des affaires futures maintenant que la Syrie est libérée, même pour des procès en Syrie. Mais quelle obstination il a fallu. Bravo. Merci. Alors, je vais maintenant m'adresser à vous, Mazen Darwish. Donc, vous êtes avocat syrien, vous êtes directeur général du Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression. Vous êtes aussi secrétaire général de la FIDH. Ancien, bon. Et vous avez évidemment un parcours de défenseur des droits humains qui a été marqué par de l'emprisonnement, donc on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui et de vous entendre sur justement vous, votre vision de cette compétence universelle dans les affaires concernant la Syrie. Thank you very much. And yeah, it's very important to be here in this day, especially after the fall down of the Syrian regime, and I will be happy. Yeah. That there is maybe minimum more than 150,000 family of missing person in Syria. Now they have hope or chance to know the truth and the fate of their lover. And this is the number, maybe the minimum. So yeah, I think as a Syrian, we will keep celebrate for next 50 years every day. And this number also means that there is almost no family in Syria don't link or have someone related missing. So for us as a Syrian, this is something huge, and this is part from our future. We'll keep fighting for the faith and the truth. Unfortunately, for maybe next 20, 30 years. But in these two cases, especially two cases about Syria, I think there is a lot of hope, fight, without the victim themselves. When I looking to Ad-Dabbagh, Mr. and Mrs. Ad-Dabbagh, both without their fight, without their leadership also in this regard, we'll never be able to do anything. These cases also lead to many relative things. Usually we don't mention when we are talking about enforced disappearance, the economic side, because as I know, there is blackmailing
all the families from the authorities, and they make this enforced disappearance also as a machine to stolen money from the families to know anything about the faith of their relative. So we are talking about, and this is also, I believe, what happened with the Dabbagh family. They spent thousands of euro to catch any information. And also, this is a tools used from these kind of regimes also to stolen the property. We know also from Mazen and Patrick at Dabbagh how the Syrian authority also stolen legally the property they are building, and the officer who led the investigation branch in the Air Force Security Service, he live in this, stay in this property in this house. So also this is one of the faces of the enforced disappearance in Syria, and I believe also in everywhere. But also we can speak about the necessary of cooperating with the local organization and local human rights defender, because I believe that, yes, as all the panelists speak and say, that there is a lot of a problem. We can go to the crime scene and collect evidence directly from the crime scene. For this is very important, this kind of cooperation. And in this case specifically also, the victim themselves, they also try their best to bring evidence. And sometimes it's the evidence not only in the crime scene itself, but we have evidence, I think, from the civil registry. And we have also evidence also from the financial ministry in this regard, even from the open source, from the official TV in this regard. So also, yes, it's difficult. We can go and investigate and collect evidence from the crime scene, but also this does not mean that there is any possibility to bring evidence in this regard. Also, these two cases raise a very essential issue about access to justice. And even in Germany, in Al-Khatib trial, we faces this problem that there is a huge number, or maybe sometimes the most important witness and key witness in these cases, we can't bring them to justice because they are not in Europe, or there is no possibility to bring them regarding the visa issue. So access to justice. And in this issue, I think we need to be very careful, because sometimes we send messages to the victim, even if we don't mean it, but the victim receives the message like this: if you have European nationality, so you deserve justice. If you don't have, so you don't deserve justice. If you have visa or access, or you are in Europe, so you can go to the court and give your testimony. If you can't, if you are in Syria and Lebanon and Turkey and any other places, so you can't, and your testimony, it's not necessary or not important. And this is something we need to put it in our consideration. I need also to raise something. It's not also for sure. I can say that I have the same feeling about Mazen and Patrick, like his brother or his wife or daughter. But also, this is about our narrative. It's not about only the verdict or who's responsible. This is about the narrative, about what happened. I was there in the same prison, in the same detention center. I was also first disappeared in this place. So I feel that this is also my story. Now I can say it regarding the evidence, the verdict, regarding the story of Mazen and Patrick. I can say, yeah, this is what happened to us. No need to believe me or not. Now you have this court decision, you have this story, and this is also for us very important. Saving the narrative, what happened.
this is also okay. Last thing, I can keep talking a lot, but I know that time. Je sais, I know. Last point, I think it's very important. We need to take care about the psychology support for the family, for the victim, for the witness, for those who's working in this field. And now, after the regime fell down and collapsed, I think I need to go to a mental hospital for 1 year just to just for nothing, for retreat. So it's very important, especially for the victim. And this is usually, or sometimes the victim doesn't say it or ask for it, but believe me, it's very important, very essential. Merci, thank you very much. Alors, Clémence, je crois que tu as 30 secondes Oui, je sais. pour ajouter un point. Juste deux petites choses sur le procès d'Abak. D'abord, pour vous dire qu'il va y avoir maintenant, on a un processus qui s'est ouvert de réparation, puisque toujours parce que Patrick et Mazen étaient franco-syriens et parce que Obeida et Hanan sont français, ils ont le droit d'activer une demande de réparation auprès des autorités françaises. Donc ce sera la première fois qu'il y aura une demande de réparation qui sera faite pour des victimes directes que constituent Obeida et Hanan de disparition forcée. Donc on va travailler là-dessus avec beaucoup d'attention pour que ça serve aussi de précédent. On le sait souvent dans la compétence universelle, la question des réparations est négligée, mise de côté ou insuffisamment traitée. Et puis la deuxième chose, c'est que dans la perspective bien sûr de la chute du régime syrien, il sera très important de voir comment ces procédures, ce procès, mais toutes les autres enquêtes vont pouvoir demain, on l'espère, contribuer à un processus de justice transitionnelle en Syrie, y compris sur la question spécifique des disparitions forcées, comment les enquêtes menées vont pouvoir contribuer au processus qui devra se dérouler maintenant en Syrie de vérité et de justice pour les victimes syriennes. Merci beaucoup d'avoir respecté le timing. Alors, on a tout juste le temps, mais vraiment tout juste le temps de prendre 3 questions. Je vous demande des questions qui ne sont pas des déclarations, c'est-à-dire des vraies questions précises et courtes pour qu'on ait le temps de les traiter avec nos intervenants. Donc vraiment, 3 questions. Je te laisse gérer. Tu fais ton choix. Hello. Thank you very much for giving me this opportunity. I would like to bring your attention towards the enforced disappearances in occupied Balochistan. Actually, my question is from Flip, but anyone can answer this. Pakistan being responsible for widespread enforced disappearances in Balochistan, and its refusal to sign the International Convention for the protection of all persons from enforced disappearances. How can universal jurisdiction be exercised to hold Pakistani officials accountable? And are there successful precedents of using international tools in cases where a state itself perpetrates such crimes and avoids international treaties? Thank you very much. Merci. On prend tout de suite une deuxième question. Et ensuite, je laisse mes intervenants réfléchir à qui va prendre chaque question. Philippe. Ouais. Bonjour, merci. Wadi Al-Asmar, Centre libanais de droits humains. Je vais être très très rapide. Avec ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe dans plusieurs pays, vous ne pensez pas qu'on devrait commencer à travailler sur les justices locales? C'est-à-dire, c'est déposer une plainte en Europe, c'est vrai, c'est un très long procès, mais c'est important. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, nous ne devrons pas commencer à peut-être déplacer un peu nos forces vers les pays eux-mêmes
et déposer des plaintes au niveau individuel, mais aussi des plaintes collectives, parce que sur la question elle-même de disparition forcée, parce qu'en fait, il y a les familles de disparus, et il y a la société qui a besoin de travailler là-dessus, et aussi pour couper court à ce que je pourrais appeler un prix de l'impunité. Parce que de plus en plus, et ça fait des années, on entend dire « mais non, mais il ne faut pas aller en justice, il suffit de la vérité et ça nous suffit ». Et moi, je pense que c'est très important, surtout pour la Syrie ou pour le Liban, dans le cadre, la situation actuelle, que nous retravaillons sur la justice. Très bien, merci beaucoup. Et puis, je vais laisser maintenant nos intervenants. Ah oui, vous aviez une question? On fera peut-être un deuxième round après. Ok, mais là, franchement, quand je vois l'heure, ça va être compliqué. Ok. Pas. Ok. On répond d'abord à ces deux questions. Philippe, peut-être, est-ce que vous voulez répondre sur la question? Comme vous voulez. Il y a deux questions, une sur le Pakistan et le Baloutchistan. Ok, donc première question, Philippe, je vous laisse peut-être répondre. If I understood correctly, the question is, can you still use universal jurisdiction to prosecute Pakistani officials, although Pakistan has not ratified the convention? Okay. I think it depends a little bit on the countries where the proceedings might unfold. Well, first of all, as tried to explain, you generally at some point need the presence of a suspect on the territory of the country that will exercise universal jurisdiction. So there's a big work of trying to monitor the travels of potential suspects. You have to do like case building in advance and be prepared, especially when the suspects just travel through a country. That is very difficult to open up criminal investigations when you don't have at least some sort of lasting presence. I'm not saying that you need to be a resident, but just passing through is very complicated. There are just a handful of universal jurisdiction cases that have gone to court when the suspect was arrested when he entered the country. Generally, you need to have a longer presence to allow the authorities to investigate. The fact that Pakistan has not ratified the convention, at least in some countries, would not be an obstacle. Most countries require that the crimes they will be prosecuting are also crimes in the country where they were committed. I assume that it is illegal under Pakistani law to arrest and make people disappear, whatever the legal definition really is. So it's just having the crimes matched in Pakistan and in the country that would prosecute the perpetrators. But I think that the biggest question is, how do you find them? How do you monitor them? That's a big work that has to be undertaken. Merci beaucoup, Philippe. Je laisse la parole à Clémence, peut-être, pour répondre à la deuxième question. Oui, à ta question, Adi, bien évidemment, je pense que je peux le dire au nom peut-être de toutes les victimes avec lesquelles on travaille et les proches de victimes. Activer la justice nationale ou locale, c'est toujours le premier souhait des victimes. La compétence universelle, elle est très souvent vue comme un dernier recours. En tout cas, elle a été souvent vue comme un dernier recours. Elle est de plus en plus vue aujourd'hui comme un système à activer dans une stratégie plus globale contre l'impunité. Mais bien évidemment, le souhait et la destination finale de toutes ces procédures, de toute cette quête de justice, elle a vocation à s'exercer devant la justice nationale, la justice territoriale, là où c'est le plus près des victimes, des bourreaux, mais aussi de la société tout entière. Donc oui, c'est ce qu'il faudrait faire. Je pense que c'est d'ailleurs l'attente aujourd'hui, depuis la chute du régime, en tout cas des victimes syriennes, de faire en sorte que cette justice qui n'a été pour l'instant qu'extraterritoriale, elle soit enfin demain possible en Syrie. Peut-être Mazen, tu voudrais ajouter quelque chose sur ce point, mais oui, j'adhère totalement à cette idée de dire investissons la justice locale dès que c'est possible et lorsque c'est possible. Yeah, for sure, I totally understand what that, and we always say that transitional
the UG or even extraterritorial jurisdiction, it's not our first, but even this is why the universal jurisdiction exists, because we can't have or reach justice or accountability in the local level. So this is also one of the reasons why it's important. And in general, I believe that maybe now, today, we can say it that in Syria and also for the Lebanese disappeared in Lebanon and Syria. Now, all of us, we have hope. We need to work in the local and domestic level to both sides to clarify the fate of the missing and for the accountability also. And we need also to guarantee that this will never happen again, because also when we are talking about not only the security and dictatorship, but also the legal system, it's part from why we reach this level. So there is a lot of work. I believe that it's as a tools, because we can't hold accountability or domestic level. It's very important tools, and we need to use it every time we can. And even if there is no, sometimes feeling there is no direct result, but also it's a message, and very important also message in this regard. Thank you. Deux questions brèves. Please. Yes. Ouais. Merci. Panelists, I happen to participate in research and drafting the report on the disappearances in Belarus of Mr. Pogridis back in 2003. And we had plenty of evidence against the leader of the death squad, Mr. Pavlichenko, and some others that we named in the report. And at the time, the report made quite a big scandal, big impact also in Belarus, but nothing happened. We were then already calling on use of universal jurisdiction, but in 2003, some of the countries that could now act could not. My question is there any way, well, I guess now the passage of time has made it almost impossible to act on the evidence that we collected at the time. And is there any way and the problem of passage of time is always the problem for clarifying, for elucidating enforced disappearances cases in general. How to speed up investigations, how to reduce the lapse of time, which often makes it impossible to find the truth and to hold to account the criminals. I mean, Merci pour votre question. On prend la dernière. S'il vous plaît, soyez vraiment bref dans vos questions. Sorry. Oh, yeah, it's on. Yeah, my question will be kind of linked. Would probably be specifically for Maître Bechtart. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du cadre juridique pour justement la juridiction, du cadre juridique pour la juridiction universelle en France? Comment est-ce que vous voyez cette évolution? Est-ce que ça va rester quelque chose de très rare ou est-ce que on va avoir une adoption plus générale? Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Alors, je laisse. Qui est-ce qui veut souhaiter répondre à la première? Donc, sur comment accélérer, c'est un gros challenge, les procédures en matière de compétences universelles. Grażyna? Speeding up, obviously, in this particular case, the enforced disappearances was not codified. So this was really kind of the moment to do it. But I think the question started off with regard to evidence. And here, I think I would like to broaden that up a bit, because with regard to enforced disappearances, it's not only about the evidence that it has occurred, but it's about an evidence that it was actually an enforced disappearance. And that was one of the things that was at stake here and is at stake in many other cases. So that's why in many
proceedings, this would rather go as a murder than as an enforced disappearance, because it's so much more difficult from outside to prove that there was an intent, that there was this disappearance element in it. And here, I guess that was also one of the part. And speeding up, of course, is the big question. What can we do about it? And I think that this strategic connecting of investigation, making it more the trainings that Philip talked about is all something that would go in that direction. But in the end, it comes back to what you said, that it's a domestic that should be doing it, and nothing outside of the domestic, it would always be slow. Merci. Je laisse Clémence répondre. Alors, Luciano, vraiment brièvement, c'est vraiment 2 minutes. Ouais, merci. Just for trying to answer the question about speeding up, I think in my experience, especially in Argentinian cases, the role of civil society supporting victims is the key, because in Argentinian cases, the investigation was done by civil society, by the family associations. They were documenting the cases, putting all that together and bringing it to the judiciary. So in terms of evidence, I could say that most of the job was not done by the judges in these different countries, but by the victims itself. So, of course, that will not solve every problem on time, but it for sure it will help. Of course, that you would need support for those NGOs, financial support. Of course, it's very important. That could be a call for states and big NGOs. Thank you. Thank you very much. Clémence, je te laisse répondre à la toute dernière question et ensuite je demanderai à Grażyna de venir nous rejoindre. Oui, alors sur la compétence universelle en France, donc nous avons une mauvaise loi de compétence universelle que nous dénonçons depuis bien longtemps. Anne en parlait tout à l'heure, qui a été amendée, mais j'irai pas dans les détails juridiques récemment, avec de légères améliorations, mais qui ne sont pas des améliorations satisfaisantes, en tout cas pour nous, société civile. Et je pense que ça s'explique exclusivement, si ce n'est majoritairement, par des considérations politiques. Il y a en France aujourd'hui encore une conviction partagée par l'exécutif, quels que soient d'ailleurs les présidents, les ministères des Affaires étrangères ou de la justice qui se succèdent, une conviction que la justice internationale peut dans certains cas être antinomique avec la diplomatie et donc qu'il faut, oui, autoriser la compétence universelle. Et d'ailleurs, elle est en essor aussi en France, devant le nombre d'affaires est en augmentation chaque année, mais dans des limites politiquement acceptables. Et on le voit très bien, nous, en tant qu'avocats et société civile, il y a une limite claire, je dirais, entre des dossiers qui n'ont pas de conséquences politiques ou diplomatiques pour les autorités françaises et qui, qui se déroulent sans heurts et sans obstacles, et puis des dossiers problématiques politiquement pour les autorités, où là, on voit tous les obstacles se dresser sur notre route. Je pense notamment aux procédures qui visent des entreprises pour leur responsabilité en tant que dans les complicités de droits humains ou de crimes internationaux, et tant d'autres aussi, là où ça heurte les intérêts politiques. On voit encore une fois que c'est très difficile de faire mener ces procédures à leur terme. Merci beaucoup. Donc, je vais demander à Grażyna, BARANOWSKA de revenir à la tribune pour des remarques finales, des propos conclusifs. Yes. Merci. So I was asked with the very difficult task to sum up not one panel, but 3 panels, that each of the panels could last for 1 hour. What I wanted to touch upon is only 5 points. So firstly,
it hears from the contributions we had today that we do stand at a crucial moment. So we've heard there was a first case in Switzerland. We've heard about France. It was a first case in France. We heard about Germany. There's a huge change in the law. And then we are at the first Congress on enforced disappearances. So this is really a moment to discuss it, to change, and maybe also for hope, kind of to see where that goes. Then secondly, one of the reappearing comments was mutual assistance. So universal jurisdiction is not possible without cooperation between states. And here I wanted to come back to something that was said on the panel before, when the IIIM said they provided assistance to 300 proceedings in 16 jurisdictions. And I found that so impressive that states have created an institution that has the capacity of providing so much mutual assistance that then can bring change on the ground. So this is, of course, we have this institution only for Syria, but it really shows that those systematic, creative solutions can bring the difference and can provide the assistance that we need. Then thirdly, we've talked a lot about families and civil society. And I think almost every speaker said they are behind the change. They are really the ones driving, collecting the information, making all of that possible. And this was also very clear in your testimony, that it was really it comes from the families. The one thing I would like to highlight here is that those families have rights. And according to the convention, they are also victims of enforced disappearances. And this is something that still really needs to be acknowledged in the proceedings. And we really need to give more justice to the pain and that the families go through and that are victims themselves. And this is still something for us to fight for and for the courts to acknowledge. Then a fourth point that I felt was reoccurring is there's not enough knowledge about enforced disappearances among prosecutors, among judges, but also among the victims themselves. Do they know that they can go with the case to court? So there's still so much to be done in awareness raising, and here we are at the Congress. I guess that's a good step also in that direction. And then the last point, I feel we said a lot of criticism, so it's clearly far from perfect. There's so much to be done, so much to be changed. There's so many failed trials of that, but they do give us a narrative. So it's really impressive to think we actually had a case concerning human rights violations in Belarus. Who would have thought that that's possible? It's amazing. We had actually at courts, we've heard about human rights violation in Syria. Isn't that amazing? We've heard that all over the world. So this is the narrative that those not perfect trials are giving us, and for that, I guess we are all connected here and are hopeful in good changes in that regard. Eh bien, cette table ronde touche à sa fin. Donc, je tiens à remercier chaleureusement tous nos intervenants, m'excuser auprès d'eux pour les avoir un petit peu pressés afin que nous restions dans le timing qui m'était attribué. Donc un grand merci à tous pour vos contributions, pour votre engagement, et un grand merci aussi à vous, public, pour votre participation, pour vos questions. Et donc continuons à travailler ensemble pour la lutte contre l'impunité. Merci beaucoup à toutes et tous.